Imaginez, il est tôt le matin à Bamako. La ville s'éveille doucement comme elle le fait chaque jour depuis des siècles. Les vendeurs de thé installent leurs braseros sur les trottoirs poussiéreux. Les premières motos vrombissent sur les grandes artères. Le soleil commence à mordre. Déjà, comme il sait si bien le faire au mois d'août, dans cette ville posée au bord du fleuve Niger. Bamako, capitale d'un pays en guerre, d'un pays en transition, d'un pays qui cherche encore et toujours son chemin. Et en ce matin du 1er août 2025, quelque chose se prépare. Quelque chose que peu de gens voient venir. Quelque chose qui va ébranler les fondations même de l'institution militaire malienne. Abbas Dambélé se réveille ce matin-là comme tous les autres matins ordinaires de sa vie de soldat dévoué. Général de brigade, un titre qui pèse lourd dans ce pays. Un titre qui se gagne au fil des années, au fil des épreuves, au fil des sacrifices. Cet homme a porté l'uniforme toute sa vie. Il a traversé des décennies de turbulences politiques, de coups d'État, de rébellions au nord, d'attaques terroristes qui ont ensanglanté le Sahel. Il a vu des camarades tomber. Il a vu des généraux monter et descendre. Il a survécu à tout cela. Il est resté debout, respecté dans les rangs, connu, reconnu, une figure. Dans une armée où les grades se comptent sur les doigts de quelques mains. Être général de brigade, c'est être quelqu'un. C'est avoir la confiance des hommes. C'est incarner quelque chose. Et pourtant, ce matin-là, tout bascule. Les services de renseignement maliens n'ont pas agi à la légère. Ils ont travaillé dans l'ombre, longtemps, patiemment. Ce sont des hommes et des femmes qui ne font pas de bruit, qui n'apparaissent pas à la télévision, qui n'ont pas de visage public. Mais ils voient, ils entendent, ils compilent. Depuis des semaines, peut-être des mois, ils ont suivi des traces, des communications suspectes, des réunions qui ne devaient pas avoir lieu, des transferts d'argent qui ne s'expliquent pas, des contacts avec des personnes qui n'auraient jamais dû être contactées. Ils ont construit leur dossier, brique par brique, avec cette minutie froide et méthodique qui caractérise les services spécialisés quand ils sont à leur affaire. Et quand ils ont estimé que le moment était venu, ils ont frappé. Les arrestations ont commencé le 1er août 2025. Pas une arrestation, pas deux. Une vague, une opération coordonnée, menée simultanément sur plusieurs fronts, dans plusieurs endroits. Parce que les réseaux que l'on démantèle ne se laissent pas prendre un par un. Il faut frapper vite, frapper fort, frapper partout en même temps. Sinon, les uns préviennent les autres disparaissent, les preuves s'évaporent et l'occasion est manquée. Alors, les services maliens ont tout fait dans la même nuit, dans le même élan. Et au matin, ils avaient en leur possession une liste de noms qui allait stupéfier le pays. Abbas Dambélé, donc, général de brigade, menotté, pas par l'ennemi, pas par des rebelles du Nord, pas par des djihadistes venus du désert, par ses propres frères d'armes, par des soldats qui portent le même uniforme que lui, qui ont prêté le même serment que lui, qui servent, en théorie, le même drapeau que lui. Il y a dans cette image quelque chose de profondément déchirant, quelque chose qui parle de trahison bien sûr, mais aussi de fracture, une fracture au cœur même de l'institution militaire malienne, une institution que les autorités de transition ont placée au centre de tout, au centre de leur discours, au centre de leur légitimité. Mais Abbas Dambélé n'est pas seul, et c'est là que l'affaire prend une dimension encore plus troublante. Parmi les personnes interpellées ce même jour, il y a une femme, une générale, Nema Sagara, générale de brigade. Dans une armée africaine, dans une armée malienne, une femme générale est déjà en elle-même un fait remarquable, une rareté. Quelqu'un qui a dû se battre 2 fois plus fort que les autres pour obtenir ce grade, pour se faire respecter dans un milieu dominé par les hommes, pour s'imposer dans les salles de commandement où les voix féminines sont encore trop souvent absentes. Nema Sagara avait réussi tout cela. Elle était arrivée au sommet. Et ce matin du 1er août, elle aussi se retrouve arrêtée. Et puis, il y a les autres. Le lieutenant-colonel Baba
Dembélé, le lieutenant-colonel Saïbou Keïta, le lieutenant-colonel Mamadou, le lieutenant-colonel Sungalo Job et des officiers supérieurs, des hommes qui commandent des unités qui ont sous leurs ordres des soldats qui leur font confiance. Le capitaine Mohamed Ouattara, le caporal Amadou Bouba Koulibaly, le sergent-chef Barry Karako Yakuba Kojo. Chaque nom qui tombe est un coup de tonnerre supplémentaire. Chaque grade qui s'affiche sur l'écran de la télévision nationale est une nouvelle onde de choc dans les rangs de l'armée malienne. Il faut comprendre ce que cela signifie concrètement. Dans une armée, la confiance est absolument tout. Vous confiez votre vie à celui qui est à côté de vous. Vous obéissez aux ordres de celui qui est au-dessus de vous. Toute la mécanique militaire repose sur ce lien invisible mais vital. Et quand ce lien se brise, quand on découvre que des généraux, que des lieutenants-colonels, que des capitaines ont comploté contre les institutions qu'ils étaient censés défendre, c'est tout l'édifice qui vacille. Les soldats ordinaires se regardent, ils se demandent, ils doutent. Qui est encore digne de confiance? Qui joue un double jeu dans l'ombre? Le gouvernement de transition présente cette opération comme une victoire, une preuve de la solidité de ses services spécialisés. Et il a raison sur un point. Détecter un complot avant qu'il n'éclate, arrêter des généraux sans effusion de sang, c'est une performance. Le ministre de la Sécurité l'a dit lui-même à la télévision nationale, avec cette assurance tranquille des hommes qui savent qu'ils ont gagné la première manche. La conspiration a été mise en échec. La situation est totalement sous contrôle. Mais une victoire des services de renseignement est aussi inévitablement l'aveu qu'il y avait quelque chose à déjouer. Qu'au sein même de l'armée malienne, des hommes de haut rang ont choisi un autre camp. Ont choisi de travailler contre les institutions. Ont choisi de se mettre au service d'intérêts étrangers pour briser ce que Bamako appelle la dynamique de refondation du Mali. Bamako retient son souffle ce soir. Dans les casernes, les soldats murmurent entre eux. Dans les quartiers populaires, les familles commentent autour du thé. Les réseaux sociaux s'emballent et tout le monde se pose la même question, celle que personne n'ose vraiment formuler à voix haute, mais que tout le monde pense très fort. Si des généraux ont trahi, combien d'autres attendent encore dans l'ombre? Le gouvernement de transition a promis de poursuivre les investigations, d'identifier tous les complices éventuels et a fermement invité les populations au calme et à la vigilance. Mais entre la promesse du calme et le calme lui-même, entre la rassurance officielle et la confiance réelle, il y a souvent un gouffre que l'histoire tourmentée du Mali connaît bien. Ce matin du 1er août 2025, un général malien a été arrêté par ses propres frères d'armes. Une générale aussi, des officiers supérieurs aussi. Et cette image restera gravée dans la mémoire collective malienne, comme un avertissement, comme la preuve que, dans ce pays en pleine refondation, la bataille la plus difficile n'est peut-être pas celle qui se livre dans le désert contre les terroristes, mais celle qui se mène en silence dans les couloirs du pouvoir, entre des hommes qui portent tous le même uniforme. Imaginez les studios de la télévision nationale malienne. Une salle froide, éclairée par ces lumières artificielles qui donnent au visage une gravité particulière. Derrière le pupitre, le ministre de la Sécurité. Un homme qui sait exactement pourquoi il est là ce soir. Un homme qui a préparé ce moment, qui a choisi ses mots, qui sait que ce qu'il va dire va traverser les frontières, va rebondir dans les chancelleries, va faire réagir des ambassades. Et pourtant il parle, posément, avec cette autorité tranquille des hommes qui détiennent une information que les autres n'ont pas encore. Et à un moment précis de son allocution, il lâche une bombe. Parmi les personnes arrêtées, dit-il, figure un ressortissant français, un étranger, un Européen, un homme qui, selon lui, travaillait pour le compte des services de renseignement de la France.
La salle retient son souffle. Parce que cette phrase-là, dans le contexte malien actuel, n'est pas une phrase ordinaire. Elle est chargée d'une histoire longue, douloureuse, complexe. L'histoire d'un pays qui a porté le joug colonial pendant des décennies. L'histoire d'une indépendance acquise en 1960, mais qui, selon beaucoup de Maliens, n'a jamais été vraiment totale. L'histoire de soldats français présents sur le sol malien pendant des années, d'abord accueillis, puis contestés, puis chassés. L'histoire d'une rupture fracassante avec Paris. Et voilà qu'un Français, dit le ministre, a été arrêté au cœur d'un complot visant à déstabiliser les institutions de la République. Le cercle se referme. La narrative se complète. Et pour des millions de téléspectateurs maliens, cette phrase résonne comme une confirmation de ce qu'ils pensaient depuis longtemps. Son nom apparaît à l'écran. Yann Christian Bernard Vézillier. Des lettres qui s'affichent une à une sur la télévision nationale malienne. Un nom français. Un nom ordinaire. Un nom qui pourtant, ce soir-là, devient extraordinaire. Parce qu'il est associé à une accusation d'une gravité absolue. Travailler pour un service de renseignement étranger. Infiltrer un pays souverain. Recruter des acteurs politiques, des membres de la société civile, des militaires. Tisser un réseau. Organiser une déstabilisation. Ce sont des accusations qui, si elles sont prouvées, relèvent du plus haut niveau de la trahison envers un État. Et le ministre les formule sans hésiter, sans trembler, comme s'il tenait entre ses mains des preuves irréfutables. Puis vient la photo. Le visage de Yann Christian Bernard Vézillier s'affiche sur les écrans de la télévision malienne. Un visage, celui d'un homme. Un homme comme beaucoup d'autres en apparence. Mais ce soir, ce visage devient le symbole de quelque chose de bien plus grand que lui. Il devient le visage de l'ingérence étrangère telle que Bamako veut la raconter. Le visage de la France qui, malgré son départ officiel du sol malien, continuerait à tirer des ficelles dans l'ombre, à manipuler, à financer, à corrompre, à déstabiliser. C'est en tout cas le récit que les autorités de transition construisent ce soir-là devant les caméras. Et ce récit a une force redoutable. Parce qu'il est simple, parce qu'il est visuel, parce qu'il a un visage. Il faut comprendre à quel point ce moment est calculé. Les gouvernements ne montrent pas des visages à la télévision nationale par hasard. Ils ne lisent pas des noms complets en direct par accident. Chaque détail de cette conférence de presse est une décision. Montrer ce visage, c'est dire aux Maliens « Voici l'ennemi. Voici de quoi il a l'air. Voici la preuve concrète, tangible, humaine, que la menace est réelle, que ce n'est pas une théorie, que ce n'est pas de la paranoïa, que derrière les tentatives de déstabilisation, il y a des noms, il y a des visages, il y a des passeports étrangers. Et ce soir, ce passeport est français. Le ministre va plus loin. Il affirme que ce ressortissant français n'agissait pas seul, qu'il avait été chargé de mobiliser des relais au Mali, des responsables politiques, des acteurs de la société civile, des militaires. Une chaîne humaine construite patiemment, selon lui, pour créer les conditions d'un basculement, pour éroder la confiance dans les institutions, pour semer le doute, pour préparer le terrain à quelque chose de plus grand. Et c'est là que les deux scènes se rejoignent. Parce que les généraux arrêtés, les officiers interpellés, feraient partie de cette chaîne. Seraient les maillons militaires d'un dispositif dont Yann Christian Bernard Vézillier aurait été toujours, selon le ministre,
un élément essentiel. Entier, c'est uniquement la parole de l'État.